remarques sur la poésie pastorale et sur les bergers des églogues. La scène des poèmes bucoliques doit toujours être à la campagne, du moins elle ne doit pas être ailleurs que pour quelques moments. En voici la raison. L'essence des poèmes bucoliques consiste à emprunter des prés, des bois, des arbres, des animaux, en un mot, de tous les objets qui parent nos campagnes, les métaphores, les comparaisons et les autres figures dont le style de ces poèmes est spécialement formé. Il faut donc supposer que les interlocuteurs des poésies pastorales aient ces objets devant leurs yeux. Le fond de ces espèces de tableaux doit toujours, pour ainsi dire, être un paysage. Ainsi, les actions violentes et sanguinaires ne sauraient être le sujet d'une églogue. Les personnages agités par des passions furieuses et tragiques doivent être insensibles aux beautés rustiques. Ils seraient entièrement contre la vraisemblance qu'ils finissent assez d'attention sur les objets qui se présentent à la campagne pour en tirer leur figure. Un général qui donne une bataille fait-il réflexion si le terrain qu'il fait occuper par son corps de réserve serait propre pour y asseoir une maison de campagne. Je ne crois pas qu'il soit de l'essence de l'églogue de ne faire parler que des amoureux. Puisque les bergers d'Égypte et d'Assyrie sont les premiers astronomes, pourquoi ce qui se trouve de plus facile et de plus curieux dans l'astronomie ne serait-il pas un sujet propre pour la poésie bucolique? Nous avons vu des auteurs qui ont traité cette matière en forme d'églogue, avec un succès auquel toute l'Europe a donné son applaudissement. Le premier livre de la pluralité des mondes, traduit en tant de langues, est la meilleure églogue qu'on nous ait donnée depuis 50 ans. Les descriptions et les images qui font ces interlocuteurs sont très convenables au caractère de la poésie pastorale, et il y a plusieurs de ces images que Virgile aurait employées volontiers. J'ai dit que les personnages tragiques nous intéressent toujours par le caractère de leur passion et par l'importance de leurs aventures, mais il n'en est pas de même des aventures des églogues ni de leurs personnages. Ces personnages qui ne doivent point être exposés à de grands dangers, ni tomber dans des malheurs véritablement tragiques et capables par leur nature de nous émouvoir beaucoup, veulent, suivant mon sentiment, être copiés d'après ce que nous voyons dans notre pays. La scène des églogues ainsi que celle des comédies doit être placée dans nos campagnes et leur sujet doit être une imitation des événements qui peuvent y arriver. Il est vrai que nos bergers et nos paysans sont si grossiers qu'on ne saurait peindre d'après eux les personnages des églogues. Mais nos paysans ne sont pas les seuls qui puissent emprunter des agréments de la campagne. Les figures de leur discours, un jeune prince qui s'égare à la chasse et qui seul ou bien avec un confident parle de sa passion et qui emprunte ses images et ses comparaisons des beautés rustiques est un excellent personnage pour eux, une idylle. La fiction ne se souvient que par vraisemblance, et la vraisemblance ne saurait subsister dans un ouvrage où l'on n'introduit que des personnages dont le caractère est entièrement opposé au naturel que nous avons toujours devant les yeux. Ainsi je ne saurais approuver ces porte-houlettes doucereux qui disent tant de choses merveilleuses et tendresses et sublimes en fadeur dans quelques-unes de nos églogues. Ces prétendus pasteurs ne sont point copiés ni même imités d'après nature, mais ils sont des êtres chimériques inventés à plaisir par des poètes qui ne consultèrent jamais que leur imagination pour les forger. Ils ne ressemblent en rien aux habitants de nos campagnes et à nos bergers d'aujourd'hui, malheureux paysans, occupés uniquement à se procurer par les travaux pénibles d'une vie laborieuse de quoi subvenir aux besoins les plus pressants d'une famille toujours indigente. L'âpreté du climat sous lequel nous vivons, les rangs grossiers et les injures de ce climat multiplient encore leurs besoins. Ainsi les bergers langoureux de nos églogues ne sont point d'après nature. Leur genre de vie dans laquelle il faut entrer les plaisirs les plus délicats, entremêlés des soins de la vie champêtre, et surtout de l'attention à bien faire par un paître leur cher troupeau, n'est pas le genre de vie d'aucun de nos concitoyens. Ce n'est point avec de pareils fantômes que Virgile et les autres poètes de l'Antiquité ont peuplé leurs aimables paysages. Ils n'ont fait qu'introduire dans leurs églogues les bergers et les paysans de leur pays et de leur temps, un peu anoblis. Les bergers et les pasteurs d'alors étaient libres de ces soins qui dévorent les nôtres. La plupart de ces habitants de la campagne étaient des esclaves de leur maître, avec toute attention à bien nourrir. Autant d'attention à bien nourrir qu'un laboureur en a, du moins pour bien nourrir ses chevaux. Le soin des enfants de ces esclaves regardait leur maître, dont ils faisaient la richesse.
D'autres, enfin, étaient chargés de l'embarras de pourvoir aux nécessités de ces bergers. Aussi tranquilles donc sur leur subsistance que le religieux d'une riche abbaye, il avait la liberté d'esprit nécessaire pour se livrer au goût que la douceur du climat dans les contrées qu'ils habitaient faisait naître en eux. L'air vif et presque toujours serein de ces régions subtilisait leur sang et les disposait à la musique, à la poésie et au plaisir les moins grossiers. Beaucoup d'entre eux étaient encore nés ou élevés dans les maisons que leur maître avait dans une ville, et ce maître ne leur avait pas plaint une éducation qui tournait toujours à son profit, soit qu'il voulût vendre ou garder ses esclaves. Aujourd'hui même, quoique l'état politique de ces contrées n'y laisse point les habitants de la campagne dans la même aisance où ils étaient autrefois, quoiqu'ils n'y reçoivent plus la même éducation, on les voit encore néanmoins sensibles à des plaisirs fort au-dessus de la portée de nos paysans. C'est avec la guitare sur le dos que les paysans d'une partie de l'Italie gardent leurs troupeaux et qu'ils vont travailler à la culture de la terre. Ils savent encore chanter leurs amours dans des vers qu'ils composent sur le champ et qu'ils accompagnent du son de leurs instruments. Ils les touchent, sinon avec délicatesse, du moins avec assez de justesse. C'est ce qui s'appelle improviser. Vida, évêque d'Albe, dans le XVIe siècle, et poète si connu par l'élégance de ses vers latins, nous dépeint les paysans, ses compatriotes et ses contemporains, tels à peu près que ceux sur lesquels il dit que Virgile avait moulé les personnages de ses églogues. Le laboureur même en sent les charmes lorsqu'il parle de ses prairies, des pleurs de la vigne, lorsqu'il dit que ses champs altéraient s'abreuvent de rosée et qu'ils lui promettent une riche moisson. Quoique nos paysans soient infiniment plus grossiers que ceux de la Sicile et d'une partie du royaume de Naples, quoiqu'ils ne connaissent ni vers ni guitare, nos poètes font néanmoins de leurs bergers des chantres plus savants et plus délicats. Ils en font des personnages bien plus subtils en tendresse que ceux de Gallus et de Virgile. Nos galants porte-boulettes sont pétris de métaphysique amoureuse. Ils ne parlent d'autre chose, et les moins délicats se montrent capables de faire un commentaire sur l'art qu'Ovide professait à Rome sous Auguste. Plusieurs de nos chansons, faites il y a 80 ans, et quand le goût dont je parle ici régnait avec plus d'empire, sont infectées des mêmes niaiseries. S'il en est quelques-unes où la passion parle toute pure et dont les auteurs n'invoquèrent Apollon que pour trouver la rime, combien d'autres sont remplis d'un amour sophistiqué qui ne ressemble en rien à la nature. Les auteurs de ces chansons, en voulant feindre des sentiments qui n'étaient pas les leurs, ni peut-être ceux de leur âge, se sont encore métamorphosés en bergers imaginaires, dans leur froid délire. On sent dans tous leurs vers un poète plus glacé qu'un vieil eunuque. Quelques remarques sur le poème épique, observations touchant le lieu et le temps où il faut prendre son sujet. Un poème épique étant l'ouvrage le plus difficile que la poésie française puisse entreprendre, à cause des raisons que nous exposerons en parlant du génie de notre langue et de la mesure de nos vers, il importerait beaucoup aux poètes qui oseraient en composer un de choisir un sujet où l'intérêt général se trouvât réuni avec l'intérêt particulier. Qu'ils n'espèrent pas de réussir s'il n'entretient point les Français des lieux fameux dans leur histoire et s'il ne leur parle point des personnages, des événements auxquels ils prennent déjà un intérêt, s'il est permis de parler ainsi national. Tous les endroits de l'histoire de France qui sont mémorables ne nous intéressent pas même également. Nous ne prenons un grand intérêt qu'à ceux dont la mémoire est encore assez récente. Les autres sont presque devenus pour nous les événements d'une histoire étrangère, d'autant plus que nous n'avons pas le soin de perpétuer le souvenir des jours heureux à la nation par des fêtes et par des jeux d'anniversaire, ni celui d'éterniser la mémoire de nos héros, ainsi que le pratiquaient les Grecs et les Romains. Combien peu y en a-t-il parmi nous qui s'affectionnent aux événements arrivés sous Clovis et sous la première race de nos rois. Pour rencontrer dans notre histoire un sujet qui nous intéresse vivement, je ne crois pas qu'il fallut remonter plus haut que Charles VII. Il est vrai que les raisons que nous allons alléguer pour montrer qu'on ne devrait point prendre une action trop récente pour le sujet d'une tragédie prouvent aussi qu'une action trop récente ne doit pas être le sujet d'un poème épique. Que le poète choisisse donc son sujet en des temps qui soient à une distance convenable de son siècle, c'est-à-dire en des temps que nous n'ayons pas encore perdu de vue, et qui soient cependant assez éloignés de nous pour qu'il puisse donner au caractère la noblesse nécessaire,
sans qu'elle soit exposée à être démentie par une tradition encore trop récente et trop commune. Quand bien même il serait vrai que nos mœurs, nos combats, nos fêtes, nos cérémonies et notre religion ne fourniraient point au poète une matière aussi heureuse que celle que fournissait à Virgile le sujet qu'il a traité, il ne serait pas moins nécessaire d'emprunter de notre histoire les sujets des poèmes épiques. Ce serait un inconvénient, mais il en épargnerait un plus grand le défaut d'intérêt particulier. Mais la chose n'est pas ainsi. La pompe d'un carrousel et les événements d'un tournoi sont des sujets plus magnifiques par eux-mêmes que les jeux qui se firent au tombeau d'Anchise et dont Virgile sait faire un spectacle si superbe. Quelle peinture ce poète n'aurait-il pas faite des effets de la poudre à canon dans les différentes opérations de guerre dont elle est le ressort? Les miracles de notre religion ont un merveilleux qui n'est pas dans les fables du paganisme. Qu'on voit avec quel succès Corneille les a traités dans Polyeucte et Racine dans Athalie. Si l'on reprend Sannazaro, l'Arioste et d'autres poètes, d'avoir mêlé mal à propos la religion chrétienne dans leurs poèmes, c'est qu'ils n'en ont point parlé avec la dignité et la décence qu'elle exige. C'est qu'ils ont allié les fables du paganisme aux vérités de notre religion. C'est qu'ils sont, comme dit Despréaux, follement idolâtres en des sujets chrétiens. On les blâme de n'avoir pas senti qu'il était contre la raison, pour ne rien dire de plus fort, de se permettre en parlant de notre religion la même liberté que Virgile pouvait prendre en parlant de la sienne. Que ceux qui ne voudraient pas faire le choix du sujet d'un poème épique, tel que je le propose, allèguent donc leur véritable excuse. C'est que le secours de la poésie des anciens leur était nécessaire pour rendre leurs verbes fécondes. Ils aiment mieux traiter les mêmes sujets que les poètes grecs et les poètes latins ont traité que les sujets modernes où ils ne pourraient pas céder aussi facilement de la poésie, du style et de l'invention des premiers. Nous dirons encore quelque chose dans la suite sur ce sujet-là. Des actions allégoriques et des personnages allégoriques par rapport à la peinture. Notre matière nous conduit naturellement à traiter ici des compositions et des personnages allégoriques, soit en poésie, soit en peinture. Parlons d'abord des allégories pittoresques. La composition allégorique est de deux espèces, où le peintre introduit des personnages allégoriques dans une composition historique, c'est-à-dire dans la représentation d'une action qu'on croit être arrivée réellement, comme est le sacrifice d'Iphigénie, et c'est ce qu'on appelle faire une composition mixte, où le peintre imagine ce qu'on appelle une composition purement allégorique, c'est-à-dire qu'il invente une action qu'on sait bien n'être jamais arrivée réellement, mais de laquelle il se sert comme d'un emblème pour exprimer un événement véritable. Avant de nous étendre davantage sur ce sujet, parlons des personnages allégoriques. Les personnages allégoriques sont des êtres qui n'existent point, mais que l'imagination des peintres a conçus et qu'elle a enfantés en leur donnant un nom, un corps et des attributs. C'est ainsi que les peintres ont personnifié les vertus, les vices, les royaumes, les provinces, les villes, les saisons, les passions, les vents et les fleuves. La France représentée sous une figure de femme, le Tibre représenté sous une figure d'homme couché et la calomnie sous une figure de satire sont des personnages allégoriques. Ces personnages allégoriques sont de deux espèces. Les uns sont nés depuis plusieurs années, depuis longtemps ils ont fait fortune. Ils se sont montrés sur tant de théâtres que tout homme un peu lettré les reconnaît d'abord à leurs attributs. La France représentée par une femme, la couronne fermée en tête, le spectre à la main et couverte d'un manteau bleu semé de fleurs de lys d'or. Le Tibre représenté par une figure d'homme couché, ayant à ses pieds une louve qui allaite deux enfants, sont des personnages allégoriques inventés depuis longtemps et que tout le monde reconnaît pour ce qu'ils sont. Ils ont acquis, pour ainsi dire, droit de bourgeoisie parmi le genre humain. Les personnages allégoriques modernes sont ceux que les peintres ont inventés depuis peu et qu'ils inventent encore pour exprimer leurs idées. Ils les caractérisent à leur mode et ils leur donnent les attributs qu'ils croient les plus propres à les faire reconnaître. Je ne parlerai que des personnages allégoriques de la première espèce, c'est-à-dire des aînés ou des anciens. Leurs cadets, qui depuis une centaine d'années sont sortis du cerveau des peintres, sont des inconnus et des gens sans aveu, qui ne méritent pas qu'on en fasse aucune mention. Ils sont des chiffres dont personne n'a la clé, et même peu de gens la cherchent.
Je me contenterai donc de dire à leur sujet que l'inventeur fait ordinairement un mauvais usage de son esprit quand il occupe à donner le jour à de pareils êtres. Les peintres qui passent aujourd'hui pour avoir été les plus grands poètes en peinture ne sont pas ceux qui ont mis au monde le plus grand nombre de personnages allégoriques. Il est vrai que Raphaël en a produit de cette espèce, mais ce peintre si sage ne les emploie que dans les ornements qui servent de bordure ou le soutien à ses tableaux, dans l'appartement de la signature. Il a même pris la précaution d'écrire le nom de ces personnages allégoriques sous leur figure. Quoique Raphaël fût très capable de les rendre reconnaissables, néanmoins on ne trouve pas que cette précaution soit inutile, et l'on souhaite même quelquefois qu'il eût poussé jusqu'à nous donner une explication des symboles dont il les orne. Car bien que l'inscription apprenne leur nom, on a encore beaucoup de peine à deviner la valeur et le mérite de tous les attributs emblématiques dont ils sont ornés. Revenons aux personnages allégoriques anciens et voyons l'usage qu'il est permis d'en faire dans les compositions historiques. Le sentiment des personnes habiles est que les personnages allégoriques n'y doivent être introduits qu'avec une grande discrétion, puisque ces compositions sont destinées à représenter un événement arrivé réellement et dépeint comme on croit qu'il est arrivé. Ils n'y doivent même entrer dans les occasions où l'on peut les introduire que comme l'écu des armes ou les attributs des personnages principaux, qui sont des personnages historiques. C'est ainsi qu'Harpocrate, le dieu du silence, ou Minerve, peuvent être placés à côté d'un prince pour désigner sa discrétion et sa prudence. Je ne pense pas que les personnages allégoriques y doivent être eux-mêmes des acteurs principaux. Des personnages que nous connaissons pour des fantômes imaginés à plaisir, à qui nous ne saurions prêter des passions pareilles aux nôtres, ne peuvent pas nous intéresser beaucoup à ce qui leur arrive. D'ailleurs, la vraisemblance ne peut être observée trop exactement en peinture, non plus qu'en poésie. C'est à proportion de l'exactitude de la vraisemblance que nous nous laissons séduire plus ou moins par l'imitation. Or, des personnages allégoriques, employés comme acteurs dans une composition historique, doivent en altérer la vraisemblance. Le tableau de la Galerie du Luxembourg, qui représente l'arrivée de Marie de Médicis à Marseille, est une composition historique. Le peintre a voulu représenter l'événement suivant la vérité. La reine aborde sur les galères de Toscane. On reconnaît les seigneurs et les femmes de condition qui l'accompagnèrent ou qui la reçurent. Ainsi les Néréides et les Tritons sonnant de leur conque, que Rubens a placé dans le port pour exprimer l'allégresse avec laquelle cette ville maritime reçoit la nouvelle reine, ne font point bon effet suivant mon sentiment. Je sais bien qu'il ne parut aucune des divinités de la mer à cette cérémonie, et cette espèce de mensonge détruit une partie de l'effet que l'imitation faisait sur moi. Je trouve que Rubens aurait dû embellir son port d'ornement plus compatible avec la vraisemblance, que les choses que vous inventez pour rendre votre sujet plus capable de plaire soient compatibles avec ce qui est de vrai dans ce sujet. Le poète ne doit pas exiger du spectateur une foi aveugle et qui se soumette à tout. Voilà comme parle Horace, que ce que l'on invente pour causer du plaisir soit tout proche de la vérité, de peur que la fable ne réclame que l'on croit tout ce qu'elle veut.